Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositaire de messages qu'il faut écouter et comprendre. Et le griot des temps modernes, c'est le journaliste qui vous rapporte et relaie l'information tous les jours de la semaine. Madame, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce mardi 18 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. Pour m'accompagner, Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelingos. Bonsoir également à nos téléspectateurs qui nous suivent davantage. En tout cas, nous nous livrons au même exercice pratiquement tous les jours de lundi à 17h, de lundi à vendredi vers 17h30 et le samedi vers 9h30 temps universel. C'est dans le cadre de la Grande Revue. Eh bien, vous le savez déjà, c'est une nouvelle journée. Ce sont de nouvelles informations traitées par nos confrères et de la presse écrite africaine. Vous le savez déjà, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Vous le savez déjà, la connaissance, c'est le pouvoir. Commençons par la première une. Cette fois-ci avec complément d'enquête. Blaise Compaoré, un silence qui trouble des sommeils. C'est ce que dit le magazine Complément d'enquête cette semaine. Le journal constate que malgré tout, le chef de l'État du Faso reste toujours égal à lui-même. Le silence semble être une force pour le chef de l'État du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, qui, malgré des soulèvements quotidiens tout au long de ce mandat qui s'achève pratiquement, il reste le même. M. Compaoré est en proie aujourd'hui à des actions diverses, soit les employés, les fonctionnaires, les médecins. Tout le monde est descendu déjà dans la rue pour lui dire tout au moins de ne pas retoucher l'article 37 de la Constitution et surtout de ne pas mettre en place le Sénat. Mais le président, malgré tout cela, il y a eu des séparations dans son parti politique. Son propre parti politique, il y a eu ceux qui sont partis de là et certains leaders qui étaient d'ailleurs parmi lesquels l'ex-maire de Ouagadougou. Vous comprenez quand même que c'est quand même assez sérieux. C'est une crise très sérieuse que traverse ce monsieur, mais il reste égal à lui-même. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas comment il va agir, on ne sait pas d'où il vient, d'où il viendra, on ne sait pas comment l'attendre. Il est resté calme, il ne s'est jamais prononcé sur cette crise. Même les médiations qui sont tentées et qui malheureusement la toute dernière vient d'échouer, le président est resté égal à lui-même. Est-ce une stratégie? Est-ce une manière de prendre le peuple pratiquement d'une façon dont personne ne peut s'y attendre? Est-ce une manière également de communiquer? Parce que parfois le silence entraîne derrière un message très fort. Exact. Est-ce une manière de communiquer? Le président Blaise Compaoré seul détient encore le secret. Et on estime que la sortie de cette crise dans son pays ne viendrait que par lui et lui seul, parce que toutes les tentatives ont jusqu'ici échoué. En tout cas, un proverbe du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, à l'époque du Dahomey, et surtout à l'époque, il faut le dire, de la haute Volta, dit une chose simple: le silence est la seule chose que les hommes détestent. Peut-être qu'il est en train de jouer sa carte. Voilà pourquoi ce silence trouble le sommeil, parce qu'exactement on ne comprend pas ce que c'est et ça dérange. En tout cas, il y a eu des meetings au cours de ce week-end qui s'est achevé, des meetings en tout cas pour faire comprendre à M. Blaise Compaoré qu'on a besoin en tout cas de changer les choses, en tout cas que les Burkinabés ont besoin de changer les choses et également, lui également devrait les aider à changer les choses en quittant en tout cas le pouvoir. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que M. Compaoré continue sa politique internationale sans toutefois se gêner. Voyez-vous, il est tous ces derniers temps-ci dans des sorties et il a même été appelé pour être le médiateur du conflit malien. Donc, en réalité, le président Compaoré voit cela comme des agitations qui, en réalité, ne mèneront à rien et lui reviendra faire ce qu'il entend faire. En tout cas, comme le disait également un sondage de Wikileaks et surtout une révélation de Wikileaks, le chef du Faso sait ce que les Occidentaux aiment entendre. Pour beaucoup d'Occidentaux, il est un séducteur. C'est très clair. Il est non seulement un séducteur, mais il est devenu un bras séculaire. Ça veut dire que par lui, l'Occident sait qu'il peut désormais pénétrer en Afrique. Ils le savent déjà eux-mêmes. Déjà, complément d'enquête, Blaise Compaoré, un silence qui trouble des sommeils, c'est ce que rapportait l'hebdomadaire. En tout cas, dans sa parution de cette semaine, le journal constatait que malgré tout, le chef de l'État du Burkina Faso reste toujours égal à lui-même. Cette information est à lire en tout cas cette semaine dans les colonnes de ce magazine burkinabé. Alternance démocratique en Guinée-Conakry, Resco pense déjà un troisième mandat pour Alpha Condé, nous disait Kaloum Presse ce mardi. Le débat est lancé par le gouverneur de la ville de Conakry, le commandant Sékou Resco Camara, qui donne le prof Condé gagnant et évoque déjà un troisième mandat en 2020.
C'est alors là la meilleure, Steve Jocelyn Gauss, c'est vraiment la meilleure ici. Voilà un commandant-gouverneur d'une ville, la ville de Conakry, qui ne sait pas exactement que le mandat présidentiel n'est que pour 2 mandats, c'est-à-dire que le chef d'État ne peut que briguer 2 mandats. Monsieur Alpha Condé, qui a été élu en 2010, va achever son premier mandat en 2015. Il pourra donc revenir pour un second mandat de 2015 à 2020 et il achèvera là ces 2 mandats. Mais alors, ce commandant qui est aujourd'hui gouverneur de la région de Conakry parle déjà d'un 3e mandat. Il perd les pédales. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Vous savez, les hommes politiques ont quand même cette manie-là de manipuler l'opinion. Ce monsieur pense, il jette même déjà dans le pavé, n'est-ce pas, une possibilité de retoucher la Constitution pour que M. Alpha Condé... Une belle réflexion, en tout cas, à l'endroit des Guinéens. Il a jeté dans le pavé et il veut que le débat revienne maintenant dans la place publique pour voir est-ce que M. Condé peut retoucher la Constitution en 2020 pour se représenter. C'est ça le problème. Mais il a fait ça très tôt. Et il a d'ailleurs dit que la forêt a arrangé le premier mandat, la forêt a arrangé déjà le second parce qu'il est en train d'arriver. Et la forêt arrangera le 3e mandat. Vous comprenez donc que c'est des gens, on ne sait pas si ce sont des griots. J'ai peur d'utiliser cette expression parce que même le griot parfois a un sens logique. Mais ici, là, nous ne voyons aucune logique dans ces propos de ce monsieur qui n'a que profité d'une réunion des dames pour leur dire continuer à supporter M. Alpha Condé. Et même s'il était un griot, nous savons une chose simple, c'est que les griots étaient en tout cas des prophètes. Ils ne disaient pas n'importe quoi. Ils avaient forcément pas mal de choses à dire, mais ça venait tout droit, en tout cas, des siècles, surtout de la forêt. Ça, c'est clair, c'est clair. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle de guerre de positionnement du côté de la Guinée-Conakry. Mais vous savez, c'est les militaires qui dirigent depuis que M. Sékou Touré est parti. Sékou Touré lui-même étant un bon militaire, les militaires sont arrivés, ont suivi. M. Camara est arrivé toujours avec une bande de militaires. Maintenant, M. Alpha Condé est là avec une bande de militaires. Et quand on sait que le militaire n'est pas formé pour commander, le militaire est formé pour exécuter des ordres. Le militaire n'est pas formé pour faire de l'administration. Et vous comprenez pourquoi ce commandant perd rapidement les pédales lorsqu'il parle d'un 3e mandat alors qu'on est encore au premier mandat. En tout cas, c'est surprenant. On a compris que le mec est en train de mettre en tout cas la charrue avant les bœufs. Kaloum Presse de notre ami Eli Ounia Camara, rédacteur en chef Alternance démocratique en Guinée-Conakry. Resco pense déjà à un 3e mandat pour Alpha Condé, nous disait le journal guinéen. Le débat est lancé par le gouverneur de la ville de Conakry, le commandant Sékou Resco Camara, qui donne le prof Alpha Condé gagnant et évoque déjà un 3e mandat en 2020. Cette information était à lire au cours de cette journée dans les colonnes du quotidien guinéen Kaloum Presse. Passons à la 3e une. Nous sommes avec Ekila Africa qui nous parlait de l'Ukraine. Obama sanctionne 11 responsables dont Yanukovych nous faisait savoir Ekila Africa qui précise qu'il s'agit d'une représaille au référendum d'annexion de la Crimée par la Russie. C'est vrai, lorsque nous suivons cette histoire ukrainienne, on a envie de rire, en même temps on a envie de pleurer. On a envie de rire parce qu'on se demande quels sont ces États agitateurs qui tournent autour d'une situation qui ne concerne que la Crimée et les Ukrainiens. Regardez-vous comment les gens ont pu faire leur référendum. Je crois quand même que en matière de démocratie, le référendum est bienvenu parce que c'est le peuple qui s'exprime le plus librement possible. Les gens ont décidé de se rallier à la Russie à plus de 96% de suffrage. Et vous prenez des sanctions, on ne sait pourquoi, et vous dites, vous sanctionnez des leaders d'opinion, ceux qui ont excité ce référendum, et les Ukrainiens. D'ailleurs, les 11 responsables, on les a surnommés les parias. On parle de 11 parias qui ont été sanctionnés. Et on me dit même qu'il y a une centaine il y a une centaine de personnalités qui sont dans une liste dont on attend tout simplement que la Russie fasse marche arrière. Si la Russie continue dans cette poussée, alors les 100 autres personnalités vont également subir des sanctions. Mais pourquoi on n'est pas sanctionné directement la Russie elle-même, dont on estime aujourd'hui être le moteur de toute cette affaire? En réalité, il ne faut pas que la communauté internationale nous embrouille. Tout est clair. Lorsqu'on dit en démocratie, les gens ont quand même le choix, leur libre choix. Les gens ont choisi d'aller quelque part, mais laissez-les partir. Vous n'avez rien à leur dire. Voilà l'Union européenne qui est d'abord incapable de gérer les 28 pays dans lesquels ils se trouvent. Ils sont là 28, ils ne parviennent pas à s'entendre. Il y a certains pays, depuis que ces pays sont entrés comme dans la le Grèce, globe, l'Italie, l'Espagne, dans le globe de l'Union européenne, des pays sont tombés dans une pauvreté inédite. Regardez l'Italie aujourd'hui, l'Italie ne ressemble plus à rien. La Grèce, l'Espagne même, la Grèce qui est toujours dans les dettes et les dettes et les dettes. Toujours, l'Espagne même est en train de sombrer. Mais l'Union européenne, quel est son rôle dans tout ça? Prendre des pays en envilis et pour que la France et l'Allemagne seuls demeurent les leaders au sein de cette histoire-là. En réalité, je crois que c'est la Russie qui marche bien. Et les Ukrainiens la Crimée a choisi
faire compagnie avec la Russie, que les Américains acceptent ou n'acceptent pas, c'est déjà un fait. En tout cas, aujourd'hui, la grande peur pour pas mal d'Occidentaux, c'est que l'Ukraine puisse être divisée en plusieurs parties, puisqu'on a commencé avec la Crimée. Il y a également l'Est de l'Ukraine qui est en train de chercher déjà des voies et moyens pour pouvoir que l'Union aller, européenne en tout cas, se s'accapare donc rallier du à la l'Est, que Russie. l'Union européenne s'accapare du l'Est, que l'Union européenne prenne donc sur elle d'aller convaincre les électeurs des autres États là pour leur dire bon voilà, comme la Crimée est allée de l'autre côté, vous venez chez nous et puis faites un vote, que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'on nous envoie, on ne peut pas nous parler de démocratie aujourd'hui et demain nous donner ce genre des situations que nous voyons. Regardez-vous, vous voyez comment RFI véhicule l'information, RFI, BBC et toutes ces chaînes occidentales, comment ces chaînes-là font pour véhiculer l'information, c'est-à-dire, vous les voyez manipuler l'information, donner l'impression aux gens que c'est les autres qui sont mauvais, eux ils sont bien. En tout cas, c'est toujours ça le problème avec les Occidentaux. Ils veulent toujours faire comprendre au monde entier qu'en fait, ce sont eux qui ont raison et que les autres ont toujours tort. Et pourtant, ils nous montrent des exemples les plus patents pour nous montrer en tout cas leur ignorance et surtout qu'ils ne connaissent absolument rien de la démocratie. Nous le savons déjà, forcément, un grand homme que j'aime bien, on l'appelait Bourdaloue, disait que la voie des exemples est plus courte et plus simple, alors que la voie des préceptes est très longue. Alors, C'était à lire en tout cas dans les colonnes de Equila Africa Ukraine. Obama sanctionne 11 responsables dont Yanukovych nous faisait savoir. Equila Africa qui précisait dans ses colonnes ce mardi qu'il s'agit d'une représaille, des représailles en tout cas au référendum d'annexion de la Crimée par la Russie. Moi je ne sais pas pourquoi on parle toujours de l'annexion. À Niamey, autre journal, extradition de Saadi Kadhafi, aucune transaction entre la Libye et le Niger. Nous disait à Niamey qui précisait que le démenti vient de l'ex-premier ministre libyen déchu pour incompétence. Sadi Kadhafi était au Niger, je crois, depuis 2011, avant même la chute de Muammar Kadhafi. Il s'était déjà réfugié là-bas avec un autre de ses compagnons. Ils sont arrivés, mais malheureusement, il a été extradé en Libye. Les raisons qui viennent du gouvernement libyen, c'est que du moins du Niger, c'est qu'il n'a pas pu respecter les engagements tels que cela était dit et que les preuves sont venues de la Libye, qu'il est impliqué dans les exactions que le sud de la Libye a connues, notamment ces actions terroristes qui déchirent le pays depuis un bon bout de temps. Mais il faut remarquer quand même que le Niger a été très ingrat. Parce que, voyez-vous, le colonel Muammar Kadhafi, je crois que le Niger a encore une dette envers le colonel Muammar Kadhafi qui a soutenu ce pays bec et ongle. Venir donc livrer son fils aujourd'hui pour lui dire allez dans la gueule du loup alors qu'il n'est même pas offensif. Qu'est-ce qu'on dira du Niger? Le Niger, qu'est-ce que le Niger va nous dire? C'était une façon d'arranger ses relations avec la Libye ou alors la pression occidentale. Mais une chose est sûre, et la dernière semble être la meilleure, la pression occidentale, parce que avant que le fils du colonel Muammar Kadhafi soit livré à l'État de Libye, il y avait cette mouvance, il y avait ce ballet diplomatique qu'on voyait partout au Niger. Des Français défilaient de temps en temps au Niger et les Nigériens allaient de temps en temps en France. C'était forcément pour voir dans quelle mesure le fils du colonel Kadhafi devrait y aller. Mais quelques temps après, les négociations d'Areva immédiatement se sont relancées avec pour mot d'ordre aller vers un accord final. Forcément, les Français vont fléchir et le Niger aura gagné, non parce que le Niger a bien négocié, mais parce que le Niger a ventilé le fils de Muammar Kadhafi. En tout cas, nous le savons déjà, le fils de Muammar Kadhafi a été extradé vers son pays natal. Il s'appelle Saadi Kadhafi, aucune transaction. En tout cas, selon l'ex-premier ministre guinéen déchu pour incompétence, l'ex-ministre libyen déchu pour incompétence, il a bien signifié, en fait, il n'y a pas eu de transaction financière entre l'État du Niger et l'État de Libye. Ça, c'est un certain Ali Zedan. Exact. Mais dites-nous, il le dit lorsqu'il n'est plus Premier ministre. Il le dit quand il n'est plus Premier ministre. Et lorsqu'il part de là, il dit qu'il faut que les autorités libyennes fassent tout pour arranger pour revoir les accords avec les pays voisins parce qu'il faut qu'il y ait une paix. Lui-même, il n'a pas pu le faire. Maintenant qu'il est parti, il veut maintenant donner l'impression d'être l'homme bon et revenir en toute tête haute. En Libye, on sait très bien que ça, c'est la diversion. En tout cas, nous le savons également, on le connaissait déjà, le Niger avait insisté, persisté, signé avec la NRJ de ne pas libérer ou bien de ne pas envoyer ni extrader Saadi Kadhafi du côté de la Libye ni du côté de la Cour pénale internationale. Malheureusement, chose a été faite, les choses ont changé depuis la semaine dernière. Cet homme a été rapatrié du côté de la Libye où il sera jugé selon la loi libyenne. Le soleil, nous sommes là du côté du Sénégal, Macky Sall en visite économique au sud du pays. Il s'agit pour le soleil des grands axes, en tout cas du pôle de développement de la Casamance.
Quelle est la place réservée aux identités territoriales dans la mise en place du pôle Casamance? C'est ça le problème. Le pôle Casamance aujourd'hui semble être un atout pour le président Macky Sall qui est jusqu'à présent parce qu'il réside depuis hier. Il est allé lancer un pôle de développement dans cette région du sud du Sénégal. Parce que la Casamance a toujours été une épine au pied des Sénégalais. Il n'y a jamais eu la paix dans ce côté-là. Le président Macky Sall, d'ailleurs, dans son discours d'hier, il a estimé, il a dit qu'il venait faire la paix avec les Casamancais et que, quelle que soit la difficulté qu'il y avait en face, les hommes sont appelés à trouver des solutions et lui, il est disposé à arriver jusqu'au bout. Vous comprenez, lorsqu'il tient un discours pareil, vous sentez tout de suite qu'il y a un problème en Casamance. Et il va y séjourner. Mais pour que cette Casamance ne soit pas cette région érigée en pôle aujourd'hui, qui a été longtemps oubliée par l'État, le pouvoir central de Dakar, alors il faut donc amorcer le premier pôle de développement dans cette région. Et Macky Sall, il projette avec deux projets. Le premier projet va aller dans le sens des infrastructures routières, des infrastructures hydroélectriques, des infrastructures scolaires et tout ce que ça comporte. Et le deuxième pôle, ça sera soutenir des économies qui résident déjà dans la région de la Casamance. Donc le président va avec un discours de paix, mais davantage un discours de développement. Est-ce qu'on peut voir dans le discours du président sénégalais Macky Sall un rapprochement entre l'État central du Sénégal et la Casamance qui aujourd'hui, il faut également le préciser, depuis de longues décennies aujourd'hui, les relations étaient coupées entre les deux parties du pays? En réalité, c'est ce que le président est allé faire. Il a marqué le premier pas, puisque les Casamanciens ne pouvaient pas venir vers lui dans un premier temps. Lui, il est allé, il a marqué le premier pas, il leur a dit, je suis là. Venez, on négocie, on discute. S'il y a un problème, on met un terme une bonne fois pour toutes. Et le président Macky Sall, je crois, depuis qu'il est élu, il ne faillit pas, quand même pas à cette tâche parce que ça a été d'ailleurs l'une des convictions de sa campagne électorale, rattacher le Sénégal, éviter une probable scission qui pourra apporter un Sénégal pratiquement affaibli de tous bords. Donc il est totalement précis en ce moment de rattacher la Casamance au pouvoir central de Dakar pour que ce pôle sud du pays connaissent le même développement que les autres régions. En tout cas, ça a toujours été le cheval de bataille des chefs d'État sénégalais qui se sont succédés en tout cas à la présidence de la République. Ce fut le cas avec Abdou Diouf et sans oublier Maître Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, avec Macky Sall, on espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre. Dans les tout prochains jours, cette information était à lire dans les colonnes du quotidien sénégalais Le Soleil qui nous parlait de Macky Sall en visite économique au sud du pays. Il s'agissait en tout cas pour nos confrères, pour Le Soleil en tout cas, des grands axes du pôle de développement de la Casamance. On espère que l'État central et la Casamance vont devenir un seul et même État pour un Sénégal émergent dans les prochaines années. C'est le souhait parce qu'au Sénégal, la Casamance est vraiment un problème pour le peuple sénégalais. Journal de Bangui, nous sommes là en République centrafricaine, Gabon, à Libreville, la CEMAC cherche encore des locaux. Selon le journal de Bangui, les chefs d'État des pays membres de la CEMAC ont décidé de délocaliser leur siège pour Libreville. Depuis janvier 2014, je crois que la CEMAC recherche encore à se stabiliser du côté de Libreville. Le siège qui est normalement en République centrafricaine est délocalisé de par des problèmes que nous connaissons tous, cette crise centrafricaine qui empêche les 150 pensionnaires internationaux de résider sur le territoire centrafricain. Je vous rappelle quand même qu'en décembre dernier, tous les fonctionnaires internationaux travaillant pour le compte de la CEMAC ont été évacués dans leurs pays respectifs parce qu'il était pratiquement impossible de vivre là-bas en République centrafricaine. Alors, est-ce qu'il faut donc relancer la République centrafricaine, Bangui précisément, comme étant le pôle central du CEMAC? Non. Les chefs d'État ont décidé en janvier de ramener le siège provisoirement à Libreville. Et c'est un immeuble qui appartenait, je crois, à une office de poste là-bas à Libreville qui va servir d'accueil des locaux de la CEMAC en attendant que les chefs d'État trouvent définitivement ce qu'il y a lieu de faire. En tout cas, trouve définitivement un lieu où sera localisé, pour ne pas dire installé, le nouveau bureau du siège de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et bien sûr, c'était une information à lire dans les colonnes du quotidien centrafricain. Journal de Bangui qui nous parlait du Gabon, Libreville. La CEMAC cherche encore des locaux. Selon ce journal Bangui, les chefs d'État des pays membres de la CEMAC ont décidé de délocaliser leur siège du côté de Libreville. C'est la capitale gabonaise.
Mutation, nous sommes là au Cameroun et nous restons toujours en Afrique centrale. Remise de peine, ces bénéficiaires encore en prison, titre mutation. Le journal constatait qu'il y a des prisonniers incapables de payer la contrainte par corps pour retrouver leur liberté. À lire également l'état de lieu dans les prisons de Douala, Marouane, Gaoundéré, Bafoussam et surtout Ebolova. Il faut dire que cette actualité fait courir toute la presse camerounaise. Les sorties presque spectaculaires de ceux qui ont été graciés par le chef d'État. Vous vous rappelez que depuis 2009, le président de la République du Cameroun n'avait pas signé des décrets graciant un certain nombre de prisonniers. Il faut également rappeler que les prisonniers politiques ne sont pas concernés par ce décret qui gracie chaque année quelques prisonniers. Alors, depuis un bon bout de temps, on observe donc ce balai de sortie des prisonniers graciés dans pratiquement toutes les prisons du Cameroun. Le ministre de la Communication de ce pays était sorti il y a quelque temps pour parler de 24 000 prisonniers qui devaient être graciés par le chef d'État. Mais alors, dans leur sortie, il se pourrait qu'il y ait quelques choses à donner, en fait, des francs symboliques qui, malheureusement, ne trouvent pas la sanction de tous ces prisonniers. Vous savez qu'il y a quand même des prisonniers que des gens ont abandonnés, que des familles ont abandonnés pratiquement. Exact. Et ces prisonniers n'ont pratiquement pas de l'argent. Et vous allez voir que c'est des taux tels que 9 000, 7 000, 10 000, 15 000, 12 000. Ça ne représente rien, mais ils n'ont pas grand-chose. Et on leur demande soit de refuser une peine en compensation ou tout simplement attendre qu'un parent généreux vienne verser ce montant et qu'il sorte. C'est là la tractation maintenant et que les régisseurs s'attellent à mettre en ordre. En tout cas, il y a également des sommes que certains prisonniers devront verser auprès du contribuable camerounais et surtout auprès de la justice, parce que la plupart d'entre eux ont été condamnés quand même quelque part à verser des sommes auprès des tribunaux. Vous savez que c'est des condamnations qui vont des tâches diverses. Il y a des gens qui sont là par détournement des derniers publics. Il y a ceux qui ont commis quelques actions telles que des vols gauche et à droite. Et tout ça à gauche et à droite, donc ne peuvent pas avoir les mêmes sanctions. Peut-être ceux qui sont partis dans le cadre des détournements de derniers publics et tout ça peuvent avoir des trucs à donner, tels que 250 000, 300 000, peut-être même 1 million pour les cas des prisonniers VIP qui sont sortis il y a quelques jours. Mais pour ceux qui n'ont eu un cas de vol, du simple banditisme, les montants n'excellent pas 15 000. En tout cas, on espère tout simplement que les choses vont devoir rentrer dans l'ordre. Il y avait également l'autre information. L'état des lieux dans les prisons de Douala, Marouane, Gaoundéré, Bafoussam. Autre chose également qu'il fallait préciser, le ministre camerounais de la Communication, M. Issa Chiroma Bakari, est sorti la dernière fois pour faire comprendre au monde entier qu'il y a 24 000 personnes qui ont été graciées. Tout à fait. Une chose quand même que nous devons également souligner, les prisons camerounaises comportent moins de 25 000 prisonniers. Alors si on disait que 24 000 prisonniers ont été graciés, cela signifie que c'est presque la totalité des prisonniers qui sont sortis. Bon ben, disons que je vous tiens responsable de ce que vous dites, mais vous savez que dans des chiffres, c'est exactement ce que vous dites, les prisons sont supposées avoir moins de 25 000, 25 000 prisonniers. Mais nous savons, par exemple, la prison centrale de Yaoundé, en pleine capitale de ce pays, c'était destiné pour avoir 7 000, mais il y en a déjà 17 000. Donc vous comprenez que même à Bafoussam, si c'était parti pour avoir 4 000, il peut en avoir 9 000 là-bas. Si c'était à Ebolova, c'était parti pour avoir 2 000, il peut en avoir 10 000. Donc en réalité, le chiffre de M. Issa Chiroma Bakari ne peut pas être un chiffre à discuter, non. Mais il faut plutôt constater que les prisons sont surpeuplées. Oui. Il y a un surpeuplement dans ces prisons où, on s'en souvient, le président Biya, lors d'une visite à Paris, lorsqu'il avait été interviewé sur des notes qu'il a l'habitude de recevoir, il avait dit ceci: s'il tenait compte de tout ce qu'on lui donne comme rapport tous les jours, les prisons du Cameroun ne suffiraient pas. Mais il faut également dire à Pépin Bénard, je vais insister, je vais persister là-dessus. D'après les décomptes, il y a justement près de 25 000 prisonniers au total dans toutes les prisons du Cameroun. Si vous persistez, ça veut dire que certainement vous avez cette très bonne source. S'il y a donc pratiquement 24 000 à libérer et qu'au total on en avait 25 000, on s'attend donc que 1 000 prisonniers seuls restent dans ces prisons. Oui, mais le problème est le suivant, c'est que la plupart des personnes à qui nous devons informer doivent savoir également que quand on parle de gracier, il y a ce qu'on appelle la réduction de peine. Ce n'est pas tout le monde qui sera libéré sur le coup. Voilà, il y a 24 000 personnes qui sont graciées. Oui. Vous comprenez donc? Maintenant, il y en a qui ont maintenant la réduction de peine, comme vous expliquez là. Il y en a maintenant qui ont la relaxe pure et simple. Donc,
En réalité, c'est une situation assez compliquée C'est parce justement que là les chiffres. la communication a toujours fait défaut dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Heureusement que M. Issa Chiroma Bakari, qui est toujours dans son rôle, même si on estime qu'il sort un peu trop, mais il est dans son rôle et davantage, il apporte des informations. En tout cas, comme le disait, mutation dans sa parution de ce mardi 18 mars, remise de peine. Ces bénéficiaires encore en prison, titrait déjà le journal camerounais. Le quotidien constatait qu'il y a des prisonniers incapables de payer la contrainte par corps pour retrouver leur liberté. Et également, c'était à lire dans les colonnes du journal camerounais, l'état des lieux dans les prisons de Douala, Marouane, Gaoundéré, Bafoussam et surtout et Bolova. Le républicain de la collaboration à la confrontation, c'était la grande interrogation du quotidien. Le républicain qui parlait d'un malaise profond qui perturbe le Mali. Le journal se demandait bien comment les anciens collaborateurs peuvent s'ériger en ennemis au point qu'une confrontation se dessine aujourd'hui. Et celui qui devrait s'estimer être malheureux dans cette confrontation sur le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui, pendant qu'il a été élu, a cru qu'il avait autour de lui des collaborateurs valables. Malheureusement, ceux-là sont trempés dans cette affaire des bérets rouges, assassinés, et il se voit tout de suite débarrassé de ceux qui devraient constituer son quartier général. Voyez-vous, Moussa, comment on appelle Amadou Aya Sanogo oui. Se retrouve déjà en prison. Aujourd'hui, c'est le général Yamoussa, je crois, Yamoussa, qui est également arrêté, l'ex-chef d'état-major des armées. Vous comprenez jusqu'où le président doit se sentir malheureux. Parce que c'est des hommes de fer qui constituent l'armée malienne, qui sont poursuivis par la justice malienne parce qu'ayant commis la plus grosse bêtise à ne jamais commettre. Et le républicain pense que c'est tout droit veille une confrontation parce que le président Ibeka qui a juré qu'il va aller jusqu'au bout dans la justice, lutter contre la corruption et bien d'autres choses, ne peut pas dire aujourd'hui ce qu'il entend faire et commencer à défendre les tueurs, les assassins et les corrompus. Il est obligé, lui également, de constater des choses et d'avoir peut-être des larmes pour pleurer et de rechercher ceux qui vont faire à nouveau son quartier général. Ce n'est que la seule solution. Pour le moment, la confrontation, c'est au tribunal. Il y a quand même un sentiment d'insécurité en ce moment-ci du côté du Mali, avec cette histoire de bérets verts et surtout de bérets rouges qui ont été assassinés. On a l'impression que toute l'armée est aujourd'hui polluée par ces personnes. Si déjà les hauts gradés de l'armée, ceux qui sont sous-tendus à arrêter cette armée en main pour leur montrer le droit chemin, sont trempés dans cette affaire. Vous comprenez donc que c'est toute l'armée qui est en difficulté. Voilà pourquoi le Mali n'a même plus de force de poursuivre les rebelles qui sont en train de déranger le Nord Mali. On est obligé d'appeler maintenant la MONUSCO, la France, pour leur dire, écoutez, nous n'avons plus d'armée, venez nous aider ici. Alors qu'il y a quand même des valeureux soldats au Mali, mais qui malheureusement se retrouvent entremêlés dans des problèmes de justice. Et c'est ça qui rend donc le président Ibrahim Boubacar Keïta malheureux. Pas malheureux parce qu'il a manqué de connaissances. Il a d'ailleurs été élu haut la main. Mais il est malheureux tout simplement parce que ceux avec qui il entendait faire sont malheureusement des assassins. Et aujourd'hui, c'est justement le problème du côté du Mali. C'était à lire dans les colonnes du quotidien Le Républicain de la collaboration à la confrontation. C'était la grande interrogation de nos confrères du quotidien Le Républicain. Le journal se demandait bien comment les anciens collaborateurs peuvent s'ériger en ennemis au point qu'une confrontation se dessine aujourd'hui même dans les arcanes du pouvoir du côté du Mali. Raoul Pépin Benabena, je vous dis merci. Merci à vous également. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de notre job de séjour. On se donne rendez-vous demain, lorsqu'il sera pratiquement 17h30. 17h30 minutes. Pour revenir pour le même exercice. En tout cas, nous y sommes et nous prenons déjà goût. Mesdames, Messieurs, il est bon de se quitter pour mieux se retrouver. Restez sur Afrique Média, l'information est en continu sur notre chaîne. On va se retrouver forcément demain, mercredi, s'il plaît à Dieu, à partir de 17h30 minutes, heure d'Afrique centrale. Bonne soirée à toutes et à tous.